Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les clauses et les garanties que tu peux ou que tu dois négocier lorsque tu signes un compromis ou une promesse de vente. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'ai près d'une trentaine de biens principalement sur la ville de Marseille mais également en région parisienne et à Bordeaux. Je me suis spécialisé sur la stratégie de la location courte durée et j'ai près d'une quinzaine de biens sur cette stratégie. Et à travers ces vidéos, j'essaie de te partager un petit peu ma stratégie, ma vision de l'immobilier et toute l'expérience que j'ai acquise au cours de ces dernières années. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu apprécies cette chaîne, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et à la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je te poste. Et maintenant, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Quelles clauses et garanties est-ce que tu dois négocier lorsque tu signes chez le notaire ? Alors il est très important que tu fasses attention à cette étape puisque c'est là que tu vas formaliser finalement toutes les clauses que tu vas voir apparaître dans le contrat qui va t'engager avec le vendeur. Donc tu l'auras compris, que tu signes une promesse de vente ou un compromis, il est très important de faire attention à l'ensemble de ces conditions et de garanties pour te protéger et que tu n'aies pas de surprise lors de l'achat de ton bien. Alors la première chose que je te conseille si tu signes un compromis ou une promesse de vente, c'est de signer en nom propre, même si tu souhaites acheter avec une société. Pourquoi ? En fait, le fait de signer en nom propre te permet de conserver ton fameux délai de rétractation de 10 jours. Si tu signes avec une société, ça veut dire que tu es un professionnel de l'immobilier et donc tu n'as plus ce fameux droit de rétractation de 10 jours. Bon, de manière générale, si tu te lances sur un nouveau projet, normalement, tu as déjà fait ton étude avant, tu sais déjà si tu vas aller jusqu'au bout de ton projet, mais au cas où, signe en nom propre et tu verras ensuite, je te dirai quelle clause mettre dans ton compromis ou ta promesse de vente pour que tu puisses faire acheter ta société et pas toi. Surtout que des fois, il peut arriver que ta société ne soit pas encore créée au moment de l'achat. Moi, ça m'est déjà arrivé de signer un bien et de créer ma société entre la signature du compromis de vente et la signature de l'acte authentique. Donc voilà, le deuxième point, on y va directement, c'est la clause de substitution. Alors qu'est-ce qu'une clause de substitution ? Ça permet de te substituer toi qui aura signé en nom propre à une autre personne. Donc ça peut être une personne physique ou une personne morale. Donc là, tu l'auras compris par rapport au premier point que je t'ai donné, tu mets une clause de substitution, ce qui fait que tu signes en nom propre finalement. Et après, tu vas te substituer par rapport à la société donc, que tu possèdes ou que tu vas créer. Cela te permet, comme je t'ai dit avec la première clause, de conserver ton délai de rétractation de 10 jours et te substituer à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être à ta société, mais il peut arriver que pour une raison X ou Y, tu puisses te substituer à une autre personne pour d'autres raisons. Alors, quand même, attention à cette clause qui veut dire substitution ne veut pas dire que ça te désengage de toute ta responsabilité si tu signes. Si tu signes pour toi et que finalement, tu veux faire acheter, je sais pas, à tes parents, ton cousin, ou quelqu'un d'autre, tu restes engagé par rapport aux clauses que tu as fait établir dans le contrat, notamment celles que je vais également t'énoncer juste après. Et si tu veux te défaire du compromis, tu seras obligé de les respecter, tu ne pourras pas t'appuyer sur la personne à qui tu te substitues. La troisième chose très importante, sauf si tu achètes comptant et que tu n'en as pas besoin, c'est la clause d'obtention de prêt. Il faut que tu fasses notamment attention à la durée, au montant et au taux. En fait, ces paramètres vont régir si jamais tu te désistes du projet parce que tu n'arrives pas à avoir ton prêt, régissent les règles pour que tu puisses en sortir et il faudra que tu respectes le montant, le taux et la durée. Il faudra que tu respectes ces paramètres, notamment en fournissant des refus de prêt pour pouvoir sortir de la vente si jamais tu souhaites y mettre un terme puisque tu n'arrives pas à obtenir ton prêt. Sinon, si tu ne respectes pas ces paramètres, tu pourras avoir de grosses pénalités qui pourraient se chiffrer à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Autre chose, tu vas pouvoir mettre à l'intérieur tout ce que j'appelle les clauses particulières. Alors, qu'est-ce que j'appelle les clauses particulières ? C'est notamment si c'est un projet qui nécessite une demande préalable, un permis de construire, un achat conditionné à une vente, si pour acheter ce nouveau bien, tu as besoin d'abord de revendre un bien, une réalisation de travaux par le propriétaire que le propriétaire s'est engagé de faire avant la vente du bien, etc. Alors pour ces clauses, c'est pour ça que je dis clauses particulières, ça va vraiment dépendre de ton projet. Moi, je sais que personnellement, bien souvent sur des projets dits classiques, j'en ai pas eu besoin. Après, quand tu pars sur des projets, notamment où tu as besoin de faire des ouvertures, où tu as besoin d'ajouter de la surface plancher, comme je peux avoir moi sur mes derniers projets, là il est très important de mettre ce genre de clause pour être sûr de te protéger si jamais, si tu prévois par exemple de surélever un immeuble de 2 étages et que tu ne mets pas cette clause et que ta demande est ensuite refusée, bah, tu te retrouves avec un projet que tu ne peux pas exploiter. Donc fais attention à ça, pense à mettre ce type de clause dans ton compromis si tu es dans cette situation. Ensuite, autre chose très important, c'est le montant du dépôt de garantie. Qu'est-ce que c'est le dépôt de garantie ?
En fait, c'est une somme que tu vas bloquer, que tu vas mettre en séquestre chez le notaire et qui va finalement représenter un petit peu l'engagement que tu as vis-à-vis de l'acquéreur. Tu mets cette somme chez ton notaire, il la bloque et si jamais tu ne respectes pas les règles, par exemple sur ton financement d'obtention de crédit parce que tu n'as pas fait les démarches ou autre chose, l'acquéreur pourra demander à saisir cette somme pour en être dédommagé. En fait, c'est un dédommagement si tu ne respectes pas les règles du contrat. C'est pour ça que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il est très important que tu respectes ces règles et que tu fasses attention du coup à ce que tu mets pour ne pas non plus te piéger toi-même et pour pouvoir, si tu respectes bien, si tu fais bien ton travail, pouvoir en sortir convenablement. Alors, ce fameux dépôt de garantie qui, en général, est de 10% est tout à fait négociable. Hein. Les 10%, ce n'est pas quelque chose d'ancré dans les textes, ça n'a rien de légal, c'est quelque chose de commun. Ce dépôt de garantie est donc négociable. Souvent, il est très facile de le négocier à 5%, mais tu peux même descendre en dessous en fonction des projets, voire même le mettre à 0. Donc, il est vraiment pas obligatoire. Souvent, ça rassure le vendeur. Donc, si tu as un petit peu d'épargne et que vous êtes plusieurs concurrents sur ce projet, ça serait dommage de passer à côté d'un bien parce que tu ne veux absolument pas mettre de dépôt de garantie. Il faut savoir faire la part des choses souvent. Donc voilà, négocie-le au mieux pour que ça ne te pénalise pas toi sur ton épargne personnelle, même si c'est quelque chose que tu pourras récupérer après et que ça permette également de rassurer ton acquéreur. Souvent, dans mes différentes opérations, moi c'était beaucoup ça. En fait, c'est une somme qui permet de rassurer l'acquéreur, qui prouve finalement ton engagement dans le projet et que tu vas faire ce qu'il faut pour acheter son bien. D'autres choses également que tu peux négocier, c'est tout ce qui est répartition de charges. Il est d'usage de les mettre. Donc, qu'est-ce que la répartition de charges? Donc, c'est par exemple, tu vas acheter un bien au mois d'avril. Il y a le trimestre de charges qui a été payé par l'ancien propriétaire de charges de copropriété du mois d'avril au mois de juin. Il est d'usage de proratiser cette somme et de refacturer une partie des charges au futur acquéreur. Il en est de même pour la taxe foncière qui est éligible au propriétaire du bien. Il est d'usage de proratiser ce montant de taxe foncière pour la refacturer à l'acquéreur. Mais sache que ça n'a absolument rien d'obligatoire, tu peux également le négocier. Moi, pour te donner un exemple personnellement, ce sont des choses que je ne négocie pas, mais garde-le en tête que si jamais tu le souhaites, tu peux négocier ce type de charge, ce type de proratisation et qu'il n'y a absolument rien d'obligatoire sur le fait que tu doives en payer une partie en tant qu'acquéreur. Tu peux également mettre une clause, négocier une clause et ça, je t'invite à l'inscrire dans ton acte et de ne pas faire juste un accord verbal. Par exemple, négocier une remise des clés anticipée. Alors, à quoi est-ce que ça peut te servir? Ça peut te servir par exemple si tu as des travaux, d'entamer tes travaux dès la signature du compromis ou quelques semaines après sans attendre forcément le retour de ton partenaire bancaire puisque c'est une démarche qui est un peu longue. Mais attention, fais vraiment attention avec ce type de clause si notamment t'engages des fonds dans les travaux, d'être sûr de vraiment aller jusqu'au bout de ton projet puisque si jamais tu ne vas pas jusqu'au bout et que finalement pour une raison X ou Y tu ne peux pas acheter le bien, la somme que tu auras investie dans tes travaux sera perdue. Et tu peux enfin aussi mettre tout ce qui est clause comme par exemple faire inscrire au compromis la date de départ du vendeur puisque des fois tu peux avoir par exemple des ventes un peu longues et faire inscrire au compromis, dire que par exemple le futur vendeur partira 2 ou 3 mois après, ça peut arriver. Après ça c'est un accord commun entre vous à trouver, mais c'est toujours mieux de l'inscrire. Finalement c'est vraiment d'inscrire un peu tous ces éléments pour se protéger si jamais plus tard il y a un problème et que toi, toutes les clauses qu'il y a avant, pour une raison X ou Y, le projet n'est plus réalisable, tu ne peux plus le faire, que tu puisses sortir du compromis sans problème. Tu peux également faire, parce que moi ça m'est déjà arrivé une fois, si jamais tu as oublié quelque chose ou si pour des raisons X ou Y tu t'es aperçu de nouvelles choses. Alors je parle pas forcément de vices cachés ou de choses comme ça, mais si jamais tu en as l'utilité, c'est de faire un avenant au contrat pour rajouter des conditions au premier contrat, au premier compromis que tu as signé. Je te conseille d'éviter de le faire, de plutôt d'essayer de prévoir tout en amont pour ne pas avoir à faire d'avenant, puisque c'est toujours compliqué de faire un avenant, de venir modifier des clauses d'un contrat. Mais si jamais tu en as besoin, sache que tu peux le faire, fais-le. Ça peut être même par exemple un prolongement, une prorogation du délai d'obtention de prêt, ce qui peut t'arriver dans ton parcours d'investisseur. Donc voilà, pense-y si jamais tu en as besoin, tu as possibilité de faire un avenant pour modifier un petit peu les conditions d'un premier contrat que tu aurais signé. Donc voilà, j'ai terminé sur les clauses principales et les garanties que tu peux négocier chez le notaire. Bon, cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour donner un ensemble, celles qui reviennent beaucoup, celles qui reviennent souvent. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur Instagram, Florent Richard, ou bien sur Facebook, Florent RCD.